On va l'évoquer avec Sylvie Ferraud, qui, dans la préparation, a évoqué plusieurs cas de figure dans lesquels la SERM intervient et est confrontée à des problématiques d'évaluation appropriée à l'échelle, à la complexité, à la conjoncture des opérations. La valeur ne se constituant pas que du prix du terrain au moment de la vente, finalement, mais aussi de tout un contexte, d'une vision de l'avenir que peut avoir le propriétaire initial. On le verra dans la deuxième table ronde, de la façon dont le propriétaire initial envisage son propre avenir, plus globalement en tant que propriétaire foncier s'il a plusieurs terrains. On le verra avec Alstom. Alors, de votre côté, vous avez l'État en face, vous avez RFF, vous avez un certain nombre de vendeurs publics. Vous avez aussi des vendeurs privés. La SERM intervient plutôt en périmètre d'extension. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette question de la maîtrise des valeurs? Parce que à Montpellier, finalement, on ne se retrouve pas avec une incertitude de pollution, pas tellement. Dites-nous, quelle est l'expérience de la SERM sur cette question de maîtrise des valeurs et des risques? Oui, Montpellier n'est pas une ville industrielle. Pour autant, le problème de pollution se pose lorsqu'on rachète des friches ferroviaires, par exemple, des anciens garages. Voilà. La question de la pollution, en réalité. C'est là qu'on se rend compte à quel point la France a été un pays industriel, y compris dans des territoires qui n'ont pas cette histoire industrielle. Oui. Donc en fait, mon propos est aussi un témoignage des réalités auxquelles on est effectivement confronté aujourd'hui en tant qu'aménageur. Donc la SERM, effectivement, accompagne le développement de la ville de Montpellier, initié il y a une trentaine d'années, avec une ambition d'en faire une métropole qui compte, alors qu'il y a 30 ans, c'était une ville peut-être un peu endormie. Donc déjà à cette époque, un regard, en tout cas un projet urbain sur 400 hectares, qui est pratiquement achevé. Aujourd'hui, c'est Port-Marianne. Je ne vais pas expliquer ce qu'est Port-Marianne depuis, mais c'est intéressant cette échelle de temps, puisqu'on voit que ce projet de développement urbain sur 400 hectares, près de 30 ans plus tard, il n'est pas tout à fait achevé, malgré un rythme de construction très soutenu, puisque on est sur l'ensemble de la commune, donc pas que sur ce projet, mais si on met toutes les opérations d'aménagement ensemble que l'on mène pour le compte de la commune, sur un rythme de production de 1300 logements par an. Je ne sais pas combien ça représente d'hectares, mais on gère à peu près une quinzaine d'opérations qui vont, on va dire, pour les plus petites, de, je ne sais pas, 15-20 hectares jusqu'à 200 hectares, donc à travers des ZAC. Ce que je souhaitais dire, c'est qu'à ce moment-là, effectivement, on est plutôt dans le périurbain, même si ce périurbain est devenu en fait un lieu d'une nouvelle centralité et aujourd'hui pratiquement au centre de la métropole. Mais on s'est retrouvé pendant des années, et grâce à une volonté politique de maîtriser, et surtout l'intelligence de maîtriser ce foncier dès l'amont et d'assurer ce portage. Donc on s'est retrouvé à acheter des terres agricoles, enfin plus ou moins agricoles, des friches agricoles en réalité. Donc avec une maîtrise du foncier, j'ai envie de dire un peu facile, avec des outils classiques, soit de négociation amiable, mais pour la plupart finalement à partir de DUP. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les bilans, des chiffres, je ne sais pas s'ils représentent quelque chose aujourd'hui, mais à l'époque on achetait peut-être à 15-20 francs du mètre carré, ce qui est, je rappelle, pratiquement maintenant un centre-ville. Et puis aujourd'hui, on est quand même, les dernières négociations, donc sur ce même territoire, on est plutôt à 80 euros, ce qui n'est pas si énorme que ça. C'est intéressant de le mettre en relief avec les prix de charges foncières, peut-être. Vous parlez du terrain brut non aménagé. Terrain brut en zone A1, non aménagé. Et les premiers terrains achetés il y a 30 ans. Et les premiers terrains achetés à 30 ans, on en achète encore aujourd'hui, même si à partir d'un mandat d'acquisition foncière, effectivement, la SERM aménageur s'est portée acquéreur donc,
depuis, dès l'origine, enfin depuis en tout cas une vingtaine d'années. Juste à titre de comparaison, rappelez-nous, à Mareille-Marly, le terrain brut, il était de... Micro. Oui. Là, on est à 250. 250 euros du mètre carré, mais plutôt charge foncière. Le terrain brut, il était D'accord. plutôt à 100. Mais le terrain brut, Mais parce que dans le cas d'espèce, D'accord. c'est pas des terrains bruts, c'est des terrains bâtis. d'accord. Voilà. On est dans du pavillonnaire et qui doit muter. Donc c'est bien la difficulté. Alors après, on peut avoir, donc sur Mareille, là où quand on a du terrain brut, on est à 30-40 euros. Voilà. D'accord. Mais quand la négociation se passe bien. Pardon, il faut quand même le rappeler. Il faut quand même mettre en proportion 40 et 80 avec des bassins d'emploi qui ne sont pas les mêmes, des niveaux de richesse moyenne de population qui ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est simplement pour illustrer ce caractère d'incertitude dans lequel on se trouve, même d'un territoire à l'autre au niveau national. Le fait est que de cette situation entre guillemets facile, enfin en tout cas qui maintenant 80, paraît facile, on se retrouve de plus en plus confronté à d'autres contextes urbains parce que des terrains... Je ne voudrais pas que tu dises facile, Oui. parce qu'il y a des territoires comme Montpellier sur lesquels il y a eu une anticipation, il y a eu une politique foncière comme celle de Rennes qui permet ça. Oui. Donc il ne faut pas dire que c'est facile. C'est pour ça que je dis entre guillemets, cela semble facile, mais il a fallu effectivement une volonté, un portage... Une vision globale. Et dans la durée, je rappelle effectivement cette vision quand même de long terme et le temps de la ville qui est un temps long. Et honnêtement, moi j'y étais pas à l'époque, je pense que personne avait à l'origine la vision de ce qui est aujourd'hui réalisé. Et on se félicite maintenant du succès de tout cela, mais c'était pas du tout gagné à l'avance. Donc est-ce que quelque part c'était raisonnable à ce moment-là d'abord de décider ce projet, d'acheter, de se porter acquéreur? La réponse, bien évidemment, aujourd'hui, à l'instar de ce qui se passe à Rennes, on a envie de dire oui, mais c'était une décision sans doute très courageuse à prendre et puis sans doute peut-être un peu téméraire. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on est aménageur, ces situations-là, je crois qu'elles sont plus très fréquentes et on a d'autres cas de figure qui interpellent et qui posent problème et qui demandent aussi d'autres approches, peut-être d'autres courages ou d'autres décisions. Premier cas de figure, effectivement, on peut intervenir, on est amené à intervenir de plus en plus sur des friches laissées par l'État, au sens large, friches ferroviaires, friches SNCF, c'est les mêmes, friches militaires. Là, on se retrouve à discuter avec l'État. Et là, force est de constater que les méthodes ou les approches sont quand même pas tout à fait les mêmes. Donc, on a évoqué, on l'a vu au travers des échanges qu'on a eus, effectivement, la méthode du compte à rebours, la méthode de la comparaison. Moi, ce que j'en retiens, pour avoir testé les deux, c'est que c'est des longues négociations et où ça finit quand même, malgré tout, un peu en marchand de tapis, où on essaie de trouver le juste milieu entre les deux. Et ce que vous me disiez, c'est qu'il n'y a voilà. pas une règle unique. C'est-à-dire que... ça, c'est un deuxième aspect, mais juste par rapport à ces situations-là, ce qui me gêne, au-delà du principe... la méthode, telle ou telle méthode, qui peut imaginer tous les aléas qui vont se présenter, je rappelle, le temps long de l'urbanisme, dans 15 ans, dans 20 ans. Et ça, quelle que soit la méthode, on ne l'intègre pas du tout. Donc, peu importe la méthode, finalement, il faut quand même... La deuxième situation, c'est qu'effectivement, lorsqu'on utilise, soit avec le même propriétaire, là aussi, qui peut être soit une collectivité locale, pour deux fonciers, deux ténements, selon le cas, l'application des deux méthodes. Et on n'a pas du tout le même résultat. Idéalement, on se dit, tiens, ce serait... Mais, exemple, j'achète un bout de voirie pour l'intégrer dans une parcelle, mais qui en réalité me donne aucun droit à construire, sauf que ça devient
et je l'achète au prix de la charge foncière. J'achète une maison qui est destinée à devenir un espace public, je l'achète au prix de la valeur vénale. À quelques mois d'intervalle, avec une estimation des services des domaines qui est incohérente, enfin qui se contredit, une approche complètement différente. Donc comment nous, aménageurs, on peut, lorsqu'on bâtit le bilan, deviner quelle est la méthode, l'approche, le raisonnement qui va présider à tout cela. Donc il y a des risques et des aléas et une non-maîtrise de ces situations. Finalement, est-ce que c'est parce que c'est gênant, non pas parce que vous avez un seul propriétaire en face et qu'en plus c'est l'État qui vous impose un certain nombre de règles, ou est-ce que c'est le contexte avec n'importe quel propriétaire? Un jour, vous tombez sur un propriétaire sympa qui, comme le citait Claude Bertolino, dit c'est un très beau projet, je participe au bien collectif, je renonce à un morceau de ma valeur parce que ça valorise mon bien et je suis quelqu'un de bien. Ça arrive, malgré tout. D'ailleurs, bien plus souvent qu'on ne croit, c'est-à-dire que les propriétaires renoncent assez facilement à leur valeur à partir du moment où on leur explique quelles sont les contraintes du projet. Et puis le lendemain, vous tombez sur un mauvais coucheur qui est prêt à aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir que le droit de propriété est un droit de l'homme. Alors, et là, le droit à la valeur future, je vous parle parce que vous êtes à Montpellier et que l'arrêt Mottet de Narbonne, c'est de ce côté-là. Narbonne, on est dans un contexte où le propriétaire il peut aussi faire valoir son droit à la valeur future, d'où l'arrivée progressive du compte à rebours dans les raisonnements des acquisitions publiques. Est-ce qu'il y a une vraie différence finalement entre un propriétaire privé, enfin une série de propriétaires privés différents, et le fait que ce soit l'État? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que l'État fixe une règle pour lui-même, quelle que soit la situation? Ou est-ce qu'on dit c'est les situations locales qui président? C'est quoi l'attente que vous formulez? Je suis incapable de dire quelle est la meilleure méthode, quelle est la meilleure approche. Ce qui est gênant, c'est d'utiliser différentes approches, y compris avec le même interlocuteur. Ça, déjà, ça pose problème parce que je ne sais pas anticiper... Dans des situations équivalentes, Dans finalement. des situations équivalentes, sur une même ZAC, à 50 mètres de distance, d'une rue à l'autre. Et ça, pour un aménageur, on ne sait pas l'appréhender. Ou alors, ça voudrait dire qu'avant même de faire le bilan, on s'est mis d'accord sur le raisonnement. Donc peut-être qu'effectivement, ça serait plus simple d'arrêter une fois pour toutes, du fait, avec les services de l'État, avec les domaines, et que les juges aussi s'inspirent, partent des mêmes raisonnements, d'harmoniser. Sur une opération, on décide d'une méthode et que c'est celle-là qui prévaut. C'est ça qui serait Alors, sur judicieux. une opération, sur un selon territoire. les contextes, sur un territoire, selon les cas de figure, et quand on est en zone AU, quand on est en zone... Parce qu'effectivement, dans un contexte urbain, en plus, on va acheter plutôt du bâti. Donc là, c'est encore plus compliqué parce qu'on ne peut pas raisonner. Par exemple, la ville de Montpellier fait passer, ne peut pas préempter chaque fois, mais explique, puisqu'on a aussi une approche très négociée avec les acteurs locaux, les promoteurs, donc encourage vivement des négociations en dessous de 450 € du mètre carré. Donc au-delà, il est fortement déconseillé de se porter acquéreur. C'est assez fondamental, comme quand on parle du logement et des prix maîtrisés, on voit bien que les communes qui ont mis en place ces politiques, au bout de 6-7 ans, c'est payant. On voit bien que les marchés du foncier, ils baissent et c'est payant. Moi, je voudrais revenir sur la question un peu du temps, et justement, je voudrais m'adresser à Claude. Parce que finalement, en tant que PF, tu te retrouves dans la même position que se retrouve traditionnellement un aménageur. Ça veut donc dire qu'on est dans l'anticipation. Je crois à l'anticipation, mais à partir du moment où effectivement on va pouvoir négocier un foncier à un prix pertinent en sachant qu'on va devoir le porter. Est-ce que maintenant, avec les années d'expérience qu'a le PF des Yvelines, est-ce que, et compte tenu des accords que tu as avec les collectivités, est-ce que tu penses que justement tu es dans la situation
et est-ce que les fonciers qui ont été négociés l'ont été faits de façon pertinente? C'est pas du tout un jugement, c'est technique, parce que c'est le même problème que l'on a tous, hein. C'est par rapport à ça et par rapport à la durée, parce que l'EPF, c'est forcément pertinent, et je crois que tout le monde en est d'accord. La question, c'est comment ça se passe dans le temps, comment les collectivités, je vais le dire aussi de manière-là, de façon un peu abrupte, jouent le jeu par rapport aux engagements qu'elles ont pris pour qu'effectivement le foncier, quand il va être utilisable pour faire les projets, soit le prix pertinent, parce que sinon ça va être la catastrophe. On va se retrouver avec des prix de foncier beaucoup trop élevés et rendre des opérations totalement infaisables. Donc est-ce que maintenant il y a suffisamment de recul et est-ce que tu as un jugement par rapport à ça? Est-ce que tu as des points de repère par rapport à ça? Ou est-ce que tu te retrouves d'ores et déjà dans des opérations en difficulté parce que les délais sont beaucoup plus longs que tu l'imaginais? Alors en fait, sur ce sujet... C'est ça la question de l'incertitude. Hein. Oui. Nous avons été créés en Aussi. 2006, 2013, marché haussier. Par contre, depuis un an, forcément, marché baissier. Donc nous avons acheté beaucoup de foncier, parce que nous avions ces capacités évoquées précédemment, en marché haussier. Donc on se retrouve ici ou là à avoir fait de belles acquisitions, et ici ou là, c'est des grands tènements avec des négociations sur plusieurs sites, je pense au terrain Lafarge, etc., en Vallée de la Seine, et donc là, c'est plutôt intelligent. Après, quand on est, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, sur plutôt la proximité petite couronne, on voit bien qu'on est sur de l'îlot, voire de la parcelle, de la micro-opération. Et donc là, on est sur de la zone dense, on est à des prix au mètre carré qui sont extrêmement prohibitifs, on est sur des densités en termes de PLU où les communes ici ou là jouent plus ou moins le jeu. Et effectivement, il faut le dire. Et donc, l'intérêt à la fois dans cette logique anticipatrice, oui, sur certains tènements, sur d'autres, on voit bien que c'est plus compliqué. Et de toute façon, je ne peux pas répondre de façon unique dans le cas de cette problématique. Mais ce que je trouvais intéressant et ce que j'ai essayé de montrer à travers le graphique tout à l'heure, c'est que l'intérêt d'avoir un territoire aussi contrasté, à savoir parcelle, îlot, et plutôt logique de ZAC, et donc intervention plus conséquente, et à la fois grand tènement et opération en dentelle, nous permet au sein de l'établissement d'avoir cette péréquation et de dire si d'une certaine façon on n'est pas dans la minoration foncière à l'opération. Pour l'instant, on n'a pas pris cette option-là. Je sais Alors que c'est le cas des établissements publics publics fonciers d'État, Nord-Pas-de-Calais et Lorraine, pour des raisons que vous imaginez volontiers. qui achètent de l'immobilier et qui revendent du pour foncier. l'instant, nous ne l'avons pas fait. Sur le principe, nous n'y sommes sans doute pas hostiles, mais pour l'instant, ça ne s'est pas justifié. On va voir dans les 6 mois, 1 an à venir. Mais donc, à ta réponse, l'anticipation, oui. La négociation, oui. On voit bien que c'est inégal selon les territoires pour des raisons de marché et pour des raisons de politique qui jouent plus ou moins le jeu. Enfin, voilà. Deuxième question qu'on a abordée dans nos travaux là aussi, est-ce que, et je m'adresse à toutes les deux, un EPF et un aménageur, est-ce que vous, dans votre parcours professionnel, vous constatez qu'il y a des profonds, je dirais des façons de procéder qui ont énormément changé en matière de négociation? Est-ce qu'il n'y a pas une ingénierie de la négociation? Parce que ce qui me frappe dans la conversation qu'on vient d'avoir là, c'est que vous parlez toujours, on pointe les domaines, c'est l'État, c'est des choses comme ça. Moi, j'ai connu ça, et depuis maintenant plusieurs années, je connais autre chose. J'ai des propriétaires qui sont privés, j'ai des grands industriels, j'ai tout ça, je négocie. Ça veut dire que il y a une ingénierie de la négociation à acquérir. Et on ne sait pas d'avance ce que l'autre va penser. Voilà, donc est-ce que ça, il y a, alors je ne sais pas si c'est une conscience ou pas, mais est-ce que vous sentez vous aussi ce type d'évolution qui est assez fondamental? Parce que si effectivement on est dans une capacité, je dirais, ou d'une façon de procéder qui est traditionnelle, je suis l'aménageur, je dois acheter du foncier, parce qu'on reviendra sur cette question découplage, foncier, aménagement, vous allez voir ce qu'on va poursuivre pendant nos débats, mais si on est toujours dans ce schéma-là, et si on ne change pas nos techniques, et si on n'acquiert pas une ingénierie, c'est sûr qu'on va ramer pendant des années. Hein. Donc est-ce que ça, vous le sentez? Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent ou pas? Alors effectivement, on réglerait le problème notamment de la vie des domaines. Oui. Non, mais j'ai évoqué l'État sur la question des friches, effectivement, militaires. J'ai évoqué les domaines, puisque l'aménageur aujourd'hui intervient,
Là, dans le cas présent, dans le contexte montpelliérain, la ville étant très proactive sur la maîtrise du foncier, on a cette chance. Et elle affiche même assez clairement que tout contrevenant à sa politique de prix sera sévèrement sanctionné. Et puis elle mène toujours cette politique d'acquisition par le biais d'ailleurs de la négociation, sauf que quand on rachète les terrains, on est soumis au domaine, forcément. Donc on a encore beaucoup à faire donc voilà, au domaine finalement. Et puis, non, bien sûr, on achète également beaucoup en négociation, heureusement, et avec des techniques, est-ce qu'elles évoluent, mais avec des prestataires fonciers qui maîtrisent très bien ça. Et c'est là où, pour répondre à la question de tout à l'heure, je trouve, enfin, en tout cas de ce que je constate, qu'il est souvent beaucoup plus facile de négocier avec des particuliers qu'avec l'État. Les questions du compte à rebours et tout ça ne se posent pas de la même façon. Effectivement, on essaie dans une logique de gagnant-gagnant, parce qu'on a quand même intérêt à trouver le juste milieu, sans doute, plus rapidement. Et l'État n'est peut-être pas toujours très à l'aise sur l'idée de négociation, parce que cette idée de tout négocier, finalement, tout le monde l'a intégrée. De temps en temps, on trouve des agents de l'État qui ont compris ça. Je pense que la difficulté, c'est ça, c'est que, voilà, dans l'expérience qu'on a eue, la négociation avec l'État, pour moi, c'était pas de la négociation. Alors très brièvement, Claude, très rapidement, côté État, il y a autant d'États, excusez-moi, et j'en viens, que de cas de figure. Je pense que le ministère de la Défense et le ferroviaire, c'est des États très spécifiques. Je citais Marie Marly avec les 500 € du mètre carré de RFF. Je considère, quand on est à 250 € en face, là c'est sûr que c'est un peu un carnage. Idem, j'évoquais tout à l'heure, vous nous avez vu un peu sourire, la Défense sur la caserne Pion à Versailles, limite château, nous a demandé une clause de complément de prix à 50 ans. Une clause de complément de prix à 50 ans, voilà, c'est un bail amphithéotique. L'État est sûr d'être là dans 50 ans. À côté de ça, je dis ça, mais à côté de ça, on travaille au quotidien, enfin assez régulièrement avec les domaines, et de ce point de vue-là, on négocie, on les connaît, on pratique, etc. Et ça se passe quand même globalement plutôt pas mal. Sur le métier de négociation, oui. C'est-à-dire qu'en 6 ans, nous, on a bien vu, et je regarde l'OIN aussi, on est des négociateurs fonciers, on a des outils fonciers. Je regardais les chiffres parce que je les avais pris. En 2012, 50% des acquisitions ont été en révision de prix. Donc nous sommes bien sur cette logique de négociation. Et d'une certaine façon, le marché se retournant, on voit bien aussi qu'y compris certains propriétaires, maintenant, viennent à la négociation, là où ils étaient en position cosy et considérant qu'ils étaient tous sur des tas d'or. Donc oui, je pense que l'anticipation, la stratégie foncière et la négociation, je pense que c'est même un métier. Et comme pour le coup, c'est notre métier, on est l'opérateur foncier. On est l'opérateur foncier, par exemple, pour l'OINSA. Je pense qu'il n'y a pas d'état d'âme entre nous avec l'OIN, enfin, les PAMSA, pour dire vous allez négocier au foncier, vous partez avec une négo. Voilà, là-dessus, je pense que oui, c'est un métier. Pour le coup, je le découvre parce que j'y suis depuis 20 mois. Oui, c'est un métier, pardon. Y compris les procédures. Parce que depuis réforme de l'étude d'impact, je m'arrête, et expropriation, enfin, on voit bien que c'est un peu un métier de faire une DP. Est-ce que vous arrivez à renégocier les fonciers derrière, avec le propriétaire, revenir en arrière. Sachez qu'il y a un monde qui renégocie régulièrement les fonciers avec les propriétaires. Mais ça, c'est mais il n'achète pas au même prix au début et puis il n'a pas forcément. Il a quelques conditions suspensives. Pardon. Non, mais on va pas. C'est pas polémique. Il n'y a pas eu de paiement. Il n'y a pas eu de paiement cash. Pas polémique. Est-ce que simplement il y a des processus des fois de renégociation? C'est pas polémique ce que je dis. C'est pas possible. C'est une renégociation à la baisse. Mais bien sûr que ça se fait. En fait, on peut renégocier une promesse de vente, mais pas un acte. Oui, parce qu'une fois que c'est acheté, le propriétaire est parti. C'est ça la question. Est-ce qu'il serait opportun de passer par derrière ça, il y a toutes ces questions-là. Bien sûr que c'est intéressant. Là où
La question est intelligente, me semble-t-il. Merci. Mais c'est parce qu'en fait, on arrive dans un marché baissier. C'est-à-dire, dans un marché haussier, nous sommes toujours sur une logique où il y a la clause de complément de prix. On est sur... demain, forcément, ce sera plus 10, plus 20, plus 30%, et ça fait 10 ans que ça fonctionne comme ça. Or, depuis un an, ça ne fonctionne plus comme ça. Et là où on devrait trouver cette intelligence collective, c'est de dire, attendez, pour l'instant, je vous achète ça, mais parce que on peut avoir une clause de minoration foncière. Mais c'est vrai que là où nous sommes, nous, en difficulté, c'est que quand nous acquérons, et c'est notre force de frappe, c'est de dire c'est cash sous un mois sans condition suspensive. Et c'est ce qui fait aussi qu'on emporte la décision à court terme et qu'ici ou là, des négociations qui peuvent ne pas avoir abouti pendant 2 ans, quand il y a un besoin de cash, elles arrivent plus facilement et à un prix moindre. Donc Isidro Pérez, vous avez été au service des domaines, à la DNID. On vous doit la vente de, notamment de l'île au large de La Rochelle, qui fait l'objet d'une émission célèbre, la négociation pour le compte de l'État, et vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, vous êtes prestataire maintenant pour un certain nombre d'acquéreurs et de vendeurs, et finalement, est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir un négociateur en chef dans toute cette affaire, si on refait écho à ce qui s'est dit, là ? Alors bonsoir. Juste un petit éclaircissement, je ne parle pas au nom de France Domaine, puisque je suis retraité de France Domaine. Que les choses soient bien claires. Depuis 2 ans, on a monté un cabinet avec Michel Huyck, que certains connaissent sans doute dans la salle, qui est un cabinet d'expertise traditionnel. Voilà. J'ai entendu plein de choses. Je voudrais juste réagir, non point pour défendre France Domaine, mais pour le saluer et pour reconnaître sa qualité d'abord et avant tout. Et puis, peut-être pour vous dire qu'il existe un service France Domaine, mais qui exerce plusieurs missions, notamment la mission de l'évaluation, qui n'est pas la seule. Mais à l'intérieur de cette mission-là, France Domaine agit au moins dans 3 cadres. Et on peut comprendre un peu de temps en temps, avec ce paradigme-là, la non-schizophrénie de France Domaine, même si elle est parfois apparente, mais c'est pas vrai, elle n'est pas réelle. France Domaine est tenue, dans le cadre de l'expropriation, par les règles de l'expropriation. C'est-à-dire que quand France Domaine est sollicité à l'intérieur des procédures d'expropriation, le compte à rebours, poubelle. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, clairement, le juge de l'expro ne le retiendra pas, parce que le juge de l'expro lui est tenu par la procédure d'expro. Changeons, si on veut, le code de l'expro, et à ce moment-là, France Domaine reverra sa position et le juge avant. Mais pour l'instant, il est bien évident que parler de compte à rebours au sein d'une procédure d'expro, c'est antinomique et France Domaine a tout à fait raison et il n'est pas schizophrénique de ne pas l'utiliser dans le cadre d'une procédure d'expropriation, voire de délaissement, voire d'assimilé expropriation. Premier cadre. Deuxième cadre dans lequel France Domaine agit, c'est en soutien, disons, des collectivités. Et là, France Domaine, il n'agit pas au nom d'un quelconque copropriétaire, il agit au nom d'un service public qui vient tout simplement aider la collectivité à se faire une idée d'une valeur vénale. Or, la valeur vénale, elle est tenue par des règles aussi. Je l'ai connue quand j'étais à France Domaine et je la connais aujourd'hui de la même manière depuis que je suis expert du privé. C'est la même notion, c'est-à-dire quel est le prix auquel on pourrait arriver après négociation. Là, après négociation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on est beaucoup plus libre, dans ce cadre-là, d'utiliser toutes les méthodes qui sont disponibles. J'en rappelle 3, juste. La comparaison, la reine des méthodes, pour moi. C'est vraiment la reine des méthodes. Et pourtant, à la BNDED, quand j'y étais, je peux vous dire que, sans doute, au niveau de France Domaine, je suis celui qui a le plus utilisé le compte à rebours et puis le cash flow. Tout simplement parce que je l'ai enseigné à France Domaine, tout simplement parce que j'étais au bien exceptionnel. Et des biens exceptionnels, puisque tu as cité Fort Boyard, bon, c'est vrai que c'est à travers le cash flow, et heureusement que je l'ai utilisé le cash flow, parce que ça a permis quand même à Endemol de cracher un peu. Alors que par la comparaison, on serait arrivé à 1 euro. Puisque, évidemment, les forts maritimes se liquident à 1 euro. Mais c'est logique. Pour revenir un petit peu à mon propos,
Donc, dans ce cadre-là, on utilise, donc, à travers la notion de valeur vénale, toutes les méthodes qui sont disponibles, y compris la capitalisation. Lorsqu'évidemment un bien loué, qu'il est fructifère, il n'y a pas de raison de s'en passer. Et là, France Domaine utilise toute la palette, et il n'est pas schizophrénique dans ce cas-là d'utiliser, évidemment, le compte à rebours. Troisième situation, et là on rejoint un peu parfois la schizophrénie, mais on soigne à France Domaine, c'est qu'on est parfois, cette fois-ci, propriétaire, agissant pour le compte de l'État, carrément. C'est-à-dire qu'on a à vendre des casernes, et là, évidemment, on utilise le compte à rebours. Pourquoi? Parce que tout simplement, le compte à rebours, ce n'est pas une méthode d'évaluation. Ce n'est pas une méthode d'évaluation, c'est une méthode de négociation. Le compte à rebours, c'est tout simplement pour arriver à un prix. La comparaison, c'est ce qui permet, après étude, après examen, des termes de comparaison, d'arriver à une valeur vénale objective, la plus objective possible. Mais le compte à rebours, ça n'a jamais été une méthode d'évaluation. Ça a tout simplement été une méthode pour approcher un prix à travers un projet. C'est bien la preuve, puisqu'on parle de projet, qu'on ne peut pas parler de valeur vénale. On est tout simplement dans ma vision à moi, quand je suis aménageur, compte à rebours promoteur, dans ma vision à moi quand je suis promoteur, compte à rebours promoteur, dans ma vision à moi quand je suis simplement propriétaire. Donc ces trois visions-là, forcément, elles sont à l'écarter. Quand je suis propriétaire, je veux le max. Quand je suis, moi, en situation de vouloir acheter, je veux le minimum. C'est complètement légitime. Et c'est à travers la négociation que permet le compte à rebours qu'on peut y arriver. Donc évidemment, il faut examiner ce qu'on expertise, ce qu'on donne, ou on donne en situation d'avis, et en fonction des trois situations, 1, je suis en expro, compte à rebours, poubelle. 2, je suis en situation de soutien d'une législation de service public qui vient aider les collectivités à se faire une idée, et dans ce cas-là, j'ai toute la palette. Et puis, quand je suis, moi, propriétaire État, eh bien, je défends tout simplement mes intérêts. Avec peut-être une vision double, qui est celle de la politique, parfois, du social, où moi, j'ai déjà vu l'État tout simplement utiliser des décotes avant la décote, parce que tout simplement, l'État avait, disons, dans l'idée, et que ça permettrait d'aboutir à du logement social à l'arrivée. Et donc, on évaluait gentiment, entre guillemets. On voit bien donc effectivement que l'expert est sans doute un négociateur, au même titre que peut être l'avocat, qui d'ailleurs devient conseiller du ministre quand il s'agit d'écrire une nouvelle loi pour prendre en compte ce jeu d'acteurs dans lequel on se trouve tous, suivant le cas, soit en position d'intermédiaire, soit comme défenseur de ses propres intérêts. Juste une petite question complémentaire. Comment on gère cette schizophrénie? Parce que concrètement... Il n'y en a pas, on se soigne facilement. En fait, on se situe dans une procédure et en fonction de cette procédure, on va choisir la méthode qui est la plus opportune. Donc il n'y a pas de maladie. À France Domaine ou ailleurs, personne n'est malade. Il y a tout simplement des situations différenciées. Et quand on vous dit, par exemple, que vous devez évaluer évidemment un trottoir, je l'ai parfois entendu, un trottoir en lui donnant finalement la valeur pleine de TAB, c'est que tout simplement, compte tenu de la date de référence et compte tenu de sa situation au poste ou au plus, eh bien, il doit être considéré comme un terrain à bâtir. Donc ce n'est pas de la schizophrénie de le faire. Puis ce n'est pas les professionnels de France Domaine finalement, c'est celui de l'État. L'État qui, d'un côté, veut absolument valoriser son patrimoine, ce qui peut s'entendre, puis en même temps qui dit qu'il faut absolument faire plus de logements et qui cherche à imposer des tas de choses à tout le monde. Et c'est là que ça devient complètement schizophrénique. Mais donc c'est à l'échelon supérieur que ça pose problème. C'est un point de politique. Comme ça. C'est un point de politique. Mais en tout cas, ce n'est pas un point technique. Absolument. Avec quand même des moyens, pas forcément extensifs. Vous nous disiez pendant l'atelier qu'un évaluateur de France Domaine traite un dossier tous les deux jours. Et pour un expert privé, c'est une aberration, puisque en fait, un dossier, suivant le niveau de complexité, ça peut aller jusqu'à un mois de travail. Vous avez aujourd'hui 600 évaluateurs France Domaine, c'est assez clair. Et chacun d'entre eux font à peu près par an entre 350 et 400 pour les pro-productifs. Juste en rappel, quand j'étais à la DNID, Direction nationale d'intervention domaniale, à la BNDED, où on s'occupait des biens exceptionnels, moi, c'était une éval, parfois tous les 15 jours, et de temps en temps tous les mois. Donc on voit le rapport temps qui m'était accordé pour expertiser, je faisais des expertises, alors que France Domaine ne rend qu'un avis, parce qu'un jour un avis, c'est juste ce qu'on peut faire. Ce n'est pas une expertise et la question du statut... C'est une expertise parce que ça se rejoint au niveau des moyens
que l'on peut mutualiser. C'est-à-dire que, bien évidemment, dans le domaine agricole, par exemple, quand on fait une éval, on peut en faire 2, on peut en faire 3, on peut en faire 3. Si c'est du NC, c'est assez simple. Mais évidemment, si on va expertiser un tènement foncier qui est en zone UA et qui fait AU, plutôt à urbaniser, et dans lequel vous aurez à peu près 100 000 m² de SDP à négocier, ce n'est pas complètement la même chose. Si on négocie du côté des Groux, du côté de Nanterre à la Défense, ce n'est pas complètement la même chose que si on va négocier ailleurs. Donc il y a un temps de l'évaluation et il y a un temps de la mission. Alors, quelques questions pour réagir à ce que nos intervenants nous ont longuement exposé, ont longuement débattu entre eux. Oui, Pierre, présentez-vous, il y a un micro qui arrive. Voilà. Oui, Pierre Bousquet, ICAD Aménagement. Ce débat, j'ai une question qui me vient à ce débat. Est-ce qu'il est vraiment raisonnable d'espérer normaliser, sinon moraliser, les méthodes d'évaluation, en espérant donc par là agir, enfin réguler les prix du foncier? Est-ce qu'il n'est pas plus raisonnable d'espérer dans la fiscalité ou des outils de ce genre? Parce que je suis quand même très surpris d'entendre Isidro, qui le dit très justement, dire benoîtement, ça n'a rien d'anormal d'avoir 3 méthodes, 4, 5, 12 d'évaluation pour le même bien finalement. Tout dépend, pas seulement du contexte, mais aussi de la situation du moment, du projet cadre. Enfin, c'est pas très légitime. Je pense qu'on est dans une tradition où n'oublions pas quand même une chose suprême, la négociation, je suis d'accord avec Jean-Luc, c'est une technique, c'est parfait, c'est très bien, mais derrière, il y a le tribunal. Le tribunal, c'est pas un expert, lui. Hein. Ça change partout. En plus, les domaines dont nous parlons, on a l'impression qu'on a une administration un peu monolithique, qui fonctionne de façon homogène. Rien n'est moins vrai. Il est évident que les pratiques changent selon les départements. Et derrière, encore une fois, il y a le juge, qui parfois est un spécialiste des divorces, à qui on vient amener un problème foncier. Donc c'est quand même ennuyeux. Et les propriétaires avec qui on négocie de façon très intelligente, très argumentée, et qui finissent par vous dire à la fin, vous avez complètement raison, ça ne peut pas valoir plus de 50 € le mètre carré. Seulement, figurez-vous que comme on a proposé 100 au moment de la succession de ma grand-tante, dont j'ai hérité au moment d'avoir ce terrain, j'ai payé l'ISF sur cette base-là, et je ne peux pas en sortir. Donc, on est dans un truc infernal. Moi, je suis absolument persuadé que, malheureusement, l'observation foncière, c'est très bien, il en faut. Ça donnera des bases de comparaison, ça fera peut-être réfléchir. Les méthodes d'évaluation, je suis pour la rationalité à fond, mais je me demande si elle est écoutée. Et je crois donc davantage, mais dans la carotte et le bâton. Donc, l'autre méthode, c'est ce projet ou le déluge. C'est ce projet ou rien du tout. Non, mais c'est ça. Ça se termine comme ça. Si vous ne voulez pas céder votre espace, il ne se passera rien. Voilà ce qu'un aménageur, d'où qu'il vienne, public ou autre, devrait pouvoir dire. Il faut en être certain. Juste pour rebondir, ce n'est pas un problème de contexte, l'évaluation. C'est un problème de structure, de substance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en expro, on est ou on n'y est pas. Et donc, si vous êtes à l'expro, le compte à rebours, la réglementation vous l'interdit. Donc, ce n'est pas un problème de contexte, c'est juste un problème de possibilité légale de l'utiliser ou pas. Mais je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le problème, c'est que le contexte, la réglementation, comme vous dites, est celle-là. Pensez-vous honnêtement qu'elle va changer? C'est la procédure. Non. Voilà, donc, merci. Je pense que non. Alors, on avait une autre prise de parole, non? Oui. Quand même, les références que vous utilisez... Sophie Schmitt. Bonjour, oui, Sophie Schmitt, Soderif. Les références qui sont utilisées par les tribunaux, je reprends la démonstration de Pierre, sont parfois quand même des transactions faites entre l'État et une collectivité. Or, ces transactions sont faites sur la base du compte à rebours. Comment vous m'expliquez la schizophrénie, Guéry? À partir du moment où vous avez eu un compte à rebours qui a amené à un prix, c'est qu'il a été négocié. Le prix devient un terme et ce terme devient une référence de comparaison. On fait toujours comme ça. Je veux dire, toutes les références de comparaison, si vous savez négocier dans une ZAC, vous commencez par le plus mou, et puis une fois que vous avez votre accord, vous continuez. Une fois que vous avez votre accord, vous continuez. Ça devient les termes de référence. Et au bout d'un certain temps, le juge est tenu par ces termes de référence et il ne peut que les valider. C'est du savoir-faire de négociation.
Je vais Oui. rebondir. Donc, Allez-y. donc, Denis Courteau dit l'OIN par Claude, mais donc directeur de l'aménagement de l'EPAMSA. Donc il travaille d'une façon très étroite, Seine-Aval, d'une façon très étroite bien sûr avec le PFY. On n'a plus à démontrer les qualités et de travailler en commun. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur pour un aménageur d'avoir un EPF qui déblaye le terrain. Je rebondis un petit peu sur la façon de négocier. J'ai eu le plaisir de travailler avec M. Pérez, peut-être qu'il s'en souviendra, sur l'évaluation de chantier, qui était peut-être un bien un petit peu particulier, où nous avons essayé de faire ensemble justement le compte à rebours. Je ne comprends pas qu'on continue encore à utiliser cette méthode-là dans nos opérations, je dirais, urbaines. Toutes nos opérations dans les sites urbains, à part les opérations, je dirais, sur des terrains bien ciblés, dont on parlera après avec Jean-Luc, bien identifiés avec des privés. Et quand on doit faire du remembrement urbain, toutes nos opérations sont déficitaires. Donc moi, c'est avec plaisir que je veux bien faire des comptes des opérations, parce que de toute façon, le foncier devient négatif. Donc c'est là où on a une aberration totale de maintenir ce système-là. On a essayé et on a réussi ensemble, comment dirais-je, politiquement correct, justifier le prix sur lequel nous étions mis d'accord après négociation avec ARFF. Et là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai que ce système de décompte est vraiment très compliqué. Par contre, il y a un élément par rapport pour impacter réellement sur le coût du foncier. C'est en particulier par rapport à quand on arrive dans une opération d'aménagement d'ensemble, c'est de pouvoir faire en sorte que les terrains qui sont limitrophes aux ZAC soient taxés de la même façon que ce que nous faisons en termes d'aménagement à l'intérieur des opérations. Nous avons, je pense que plusieurs aménageurs sont dans le même cas que moi, avoir à supporter effectivement des discussions avec des gens qui sont de l'autre côté de la limite de la ZAC, qui n'ont pas à supporter tous les coûts d'aménagement, mais qui en profitent très largement, et des opérateurs privés, il y en a quelques-uns dans la salle, vont voir les gens qui sont à côté, les héritiers truc-muche, etc., et proposent généralement, allez dire 50, si ce n'est 100% plus cher que la réalité du prix de terrain. Donc, dans ces conditions-là, comment voulez-vous que nous, en arrivant derrière un opérateur public, nous soyons en mesure de pouvoir négocier, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, d'une façon convenable, puisqu'on nous prend systématiquement pour des voleurs. Donc, au niveau de l'équité du travail, je trouve que, évidemment, le système de taxe d'aménagement, bien qu'amélioré ces derniers temps, n'est pas suffisant encore pour peser sur le coût du foncier. Nous ne pouvons plus faire d'opérations. C'est pas un problème de fiscalité ? C'est un problème de fiscalité, oui, de zonage de fiscalité et de réalité de coût d'aménagement d'une ville. Évidemment, c'est très impopulaire dans la mesure où ça fait diminuer très sensiblement la valeur, qu'importe la façon dont on va calculer, mais la valeur du foncier. Mais si on n'arrive pas à mettre en place des systèmes de ce type-là, on n'arrivera plus à faire d'opérations d'aménagement. On sait par exemple que l'équivalent du Conservatoire du littoral en Grande-Bretagne finance une partie de ses actions par la récupération des valeurs des terrains qui jouxtent les secteurs qui sont achetés. C'est une idée taboue en France à ce jour, en tout cas, alors qu'on pourrait imaginer que ce soit le bien public valorise les abords, donc finance finalement la protection et tout le monde en ressort gagnant. Il y avait d'autres prises de parole sur ce sujet-là. On voit finalement qu'on est sur des questions peut-être plus larges que la simple question d'aménagement, parce que dès qu'on est sur la question d'aménagement, on se retrouve sur une foire d'empoigne, sur la méthode, sur le temps, sur le type de programme. Et on voit bien que dès qu'on prend du recul, et je ne sais pas si les autres visites vous l'ont montré, mais en tout cas celle à laquelle nous avons participé était vraiment très éclairante là-dessus. Le fait, et on le verra dans la deuxième table ronde avec le témoignage de Nicolas Ferrand, l'historique d'une politique présente, d'un affichage politique aussi très clair. En gros, je citais rapidement, si le maire de Montpellier voit passer une transaction à un prix qui ne lui plaît pas, en général, le propriétaire est vite informé ou en tout cas l'acquéreur est vite informé qu'il ne travaillera plus sur le territoire. Enfin, je le dis, c'est pas enregistré, personne n'est au courant, mais on sait bien que c'est des méthodes qui marchent.
Et au moment de la réforme du droit de préemption qui est remis sur la table aujourd'hui, c'est quand même souvent des témoignages qui ont été apportés, c'est que la simple menace de la préemption est elle-même aide à calmer le jeu, mais ça veut dire que la collectivité reste chef de file, et la question étant à quelle échelle finalement doit-elle assurer cette régulation. Est-ce que l'échelle communale est la bonne ? Peut-être pas. En tout cas, la taille de la commune française. Il est sans doute plus logique de le gérer à l'échelle intercommunale. Donc on voit que ça pose des questions beaucoup plus vastes. Maîtrise des risques, maîtrise des valeurs, maîtrise des valeurs, maîtrise des risques. Ce sont des questions de politique publique qui doivent se régler, on va dire, plutôt à l'échelle du bassin de vie, de façon locale, mais à l'échelle du bassin de vie. On va en rester là pour cette première table ronde. Je voudrais profiter encore avant que Vincent, tu t'en ailles, et ça va faire la transition avec l'autre table ronde. Très souvent, quand on discutait, et j'aimerais bien que tu en fasses profiter la salle, finalement, tu nous as expliqué la législation, l'évolution, l'optimisme que tu as sur la nouvelle loi, mais en même temps, tu me disais toujours, de toute façon, le coup d'après, il y a des choses à faire simples, c'est-à-dire de bon sens, qui ont des impacts sur la conception du projet, sur comment s'y prendre pour justement limiter au maximum ces incertitudes. Est-ce que tu peux dire ça en 2 minutes? Parce que c'est que du bon sens, et c'est ce que je voudrais qu'il puisse dire, parce que c'est important. Ravi, non, mais c'est des concepts simples en fait qu'on oublie. Et on oublie qu'il faut, quand on achète un terrain qui est potentiellement pollué, il y a d'abord il y a un problème de temps et d'usage. Et chacun, le vendeur, ne parle pas le même langage que l'acquéreur, car chacun n'a pas le même projet, forcément. C'est l'acquéreur qui le connaît mieux. C'est pour ça qu'on est en train de rebasculer la responsabilité en partie sur celui qui va acquérir. Mais si on arrive à gagner du temps, on l'a vu sur des projets, sur l'adaptabilité du projet, ça a été dit, c'est fondamental, car un projet avec 5 étages, on a eu ça pour plusieurs personnes ici, 5 étages de parking enterré quand c'est pollué par des hydrocarbures ou autre chose, c'est pas la même chose quand on n'a qu'un seul. Et le coût est multiplié par X epsilon. Donc on a 2 problèmes. D'autre part, il faut aussi distinguer quelques concepts de base, juste je le dis, mais c'est le risque sanitaire, c'est pas la même chose que la gestion des RSKV. Il ne faut pas mélanger les deux. Donc c'est 2 problématiques différentes. Et souvent, c'est pas le problème du risque sanitaire qui se règle par la mesure dont on a parlé, c'est le problème de la gestion des RSKV. Donc c'est l'adaptabilité du projet. Ensuite, il y a un autre problème qui, lui, n'est pas encore vu dans la réglementation, je me bats là-dessus, c'est sol et nappe. On oublie les nappes phréatiques. Et là, il y a des problèmes de responsabilité qui vont être transférés et ça va faire mal. Parce que pour l'instant, je pense que ça va aller avec les sols. Ensuite, il y a donc sur sol et nappes, sur site et hors site. Car on peut avoir un site qui est pollué, mais aussi un site polluant, qui continue à relarguer hors site. Donc qui est responsable de tout ça? Ça fait pas mal des sujets. Et le dernier des concepts, si vous mettez tout ça, après vous aurez toutes les bonnes idées, c'est connu et inconnu. Et plus il y a maintenant des méthodologies pour réduire la notion, la partie d'inconnu, qui nous permet de mieux maîtriser. Et donc, moi, je ne suis pas sur les valeurs globales. Il y a des parallèles à faire avec les histoires de valeurs, d'ailleurs. Mais tout à fait. Mais ça nous permet, nous, d'adapter mieux la valeur du coût de dépollution, qui va ensuite vous aider à négocier vos prix. Une fois que vous aurez déterminé un prix, on va rajouter le coût de la dépollution à un moment donné. Donc, celui-là, on va avec ces éléments-là. Mais quelques éléments, si on a cette grille d'analyse, déjà, on fait un pas formidable. C'est important parce que finalement, ça nous interpelle drôlement. Hein. Quand on parle, par exemple, sur la conception du projet, des fois, il faut peut-être mettre telle rue ou tel immeuble de tel endroit plutôt que de se prendre la tête et de se taper le mur, par exemple. L'histoire des vides sanitaires, c'est des choses simples. Et je peux vous dire que, par expérience, parce qu'il m'a un peu éduqué sur le sujet, eh bien, on s'aperçoit qu'on évite les choses. Et du coup, la négociation n'est plus du tout la même non plus. Ça a des conséquences sur la négociation. Et donc, c'est important d'anticiper le coup d'après et de voir un peu comment ça va se passer. Je vous promets qu'on s'embête moins par la suite. Et c'est assez fondamental. Mais tout ça, c'est une petite réflexion à l'amont. Il faut qu'elle soit faite à l'amont. Après, c'est trop tard. Nous, on arrive avec plein de dossiers où il y a déjà eu un contrat, la collectivité a dit « vous avez tout dépollué ». Je ne me suis même pas rendu compte de ce qu'il allait. Après, on part sur des trucs, on ne se rend pas compte des prix et on va devenir jardin potager. Mais non, je ne veux pas une servitude pour qu'il y ait jardin potager, donc on va dépolluer à tel niveau. Enfin, c'est des trucs impossibles. Si ça avait été pensé au départ et raisonné de manière intelligente, ça aurait été réglé. Donc voilà, donc il faut intervenir en amont. Anticipons, ça tombe bien, c'est le titre de la 2e table ronde. Merci beaucoup de vos contributions. N'hésitez pas à intervenir de la salle pour ceux qui restent. Alors, sans transition, vous n'aurez pas le droit de souffler. On enchaîne sur la 2e table ronde. C'est le thème « Vers une évolution des pratiques, négociation, partenariat, anticipation ». Manuel Verrier revient nous faire une introduction qui aura aussi sonnera un peu comme une conclusion des réflexions qui ont eu lieu dans cet atelier. J'appelle également William Powells, directeur de la CEMACI, Fabienne Crécy,
délégué général de l'aménagement et du développement durable au Grand Lyon, qui nous a déjà rejoint, Pierre Albach, directeur immobilier chez Alstom, et Nicolas Ferrand, qui est directeur de l'aménagement à Rennes Métropole. Voilà, le temps que vous arriviez, on laisse Manuel commencer sa présentation pour qu'il puisse nous éclairer sur cette question de négociation, de partenariat et d'anticipation. Alors, une des thématiques, donc les 2 dernières thématiques qui ont fait l'objet de sessions dans le cadre du groupe de travail, ce qu'on a appelé les nouvelles pratiques de l'aménagement. L'idée était d'échanger sur des exemples d'opérations menées hors du schéma classique, achat de la totalité du foncier, réalisation des travaux et revente. Donc, un des points communs entre notamment ces 2 opérations dont on va reparler maintenant, qui ont été étudiées, c'est le fait qu'il y ait finalement peu d'acquisitions publiques, voire pas du tout. Donc dans ce contexte-là, quel est le rôle de l'aménageur dans ces nouvelles manières de faire? Donc les 2 exemples en question, c'est l'opération Massy Atlantis, donc je passerai assez brièvement dessus puisque William Powell sera là pour peut-être préciser. Et puis l'opération assez emblématique des bassins à flot à Bordeaux. Alors, je crois que là aussi, certaines personnes la connaissent ici, donc pourront peut-être commenter, mais on n'aura pas d'intervention spécifique comme c'était prévu au départ. Ouais, Michel Laruche-Charlu, malheureusement, est grippé, et donc hier a dû annoncer qu'elle ne pouvait pas être là. Nous avons 2 grippés à cette table ronde cet après-midi, désolé. À Paris et à Bordeaux, comme quoi. Donc pas ensemble, hein, je voudrais être clair. Donc on passera peut-être un petit peu plus de temps pour décrire le contexte des bassins à flot, pour avoir des éléments de discussion. Bien sûr, il y a d'autres opérations emblématiques, mais c'est celles qui ont été étudiées dans le cadre du groupe de travail. Donc l'opération de Massy Atlantis, juste 2 éléments ou 3 de contexte pour dire qu'on est dans la conversion de zones industrielles vers de l'urbain dense, sur un foncier comprenant une trame très lâche et de nombreux propriétaires investisseurs, foncières et propriétaires occupants. Je dis ça parce qu'on y reviendra après. Et juste pour dire que c'est une opération qui a fait l'objet d'une procédure d'aménagement tout à fait classique, puisqu'il y a une procédure de ZAC, il y a même 3 ZAC. On y reviendra tout à l'heure. L'opération des bassins à flot, peut-être la plus originale à tous les points de vue. C'est une opération de 150 hectares sur la ville de Bordeaux. La maîtrise d'ouvrage est la communauté urbaine de Bordeaux. Un projet de 5000 logements, essentiellement résidentiels, sur un tissu là aussi industriel, mais sur une trame peut-être plus urbaine, plus resserrée, avec des entrepôts portuaires du début du siècle ou peut-être même du 19e siècle. Avec un contexte opérationnel un peu particulier, puisqu'il y a eu un projet dans les années 90 qui visait à restructurer assez profondément la maille vière et donc le foncier de ce quartier. Projet qui finalement n'a pas abouti pour des raisons notamment foncières et financières, puisque la collectivité n'a pas voulu partir sur les prévisions de mobilisation de fonds publics très très importantes qu'impliquait ce projet et de potentiel déficit. On s'est retrouvé dans un contexte dans les années 2000 où néanmoins, du fait du caractère exceptionnel du site, de son potentiel de valorisation avec l'arrivée du tram, c'est un site très, très, très spécifique en termes de paysage, qui finalement maintenant se trouve quasiment en centre-ville. Il y a 15 ans ou 20 ans, on ne le percevait pas comme ça, mais maintenant c'est le cas. Eh bien, de nombreux opérateurs s'étaient néanmoins positionnés au fil du temps et s'étaient portés acquéreurs ou étaient en négociation avec des propriétaires du site. Tant et si bien que à la fin des années 2000, on s'est retrouvé avec un projet qui, à la fois,
ne convenait pas en termes de mobilisation de finances publiques, mais aussi n'avait pas fait l'objet de réserves foncières et donc ne permettait pas, au prix du marché atteint à la fin des années 2000, d'intervenir. Alors, je dirais que la particularité encore de ce site, c'est aussi, enfin de cette opération, c'est donc la manière, disons, peu classique, au sens de l'opérationnalité française, d'intervenir, puisque pas de zone d'aménagement concerté, en fin de compte. On travaille avec le PLU, avec un PLU qui se veut volontairement très souple et très ouvert, et un travail très très intense de négociation dans le cadre de ce qu'on appelle les ateliers du bassin, qui regroupent la ville, la CUB, les urbanistes du projet, les promoteurs, les investisseurs. Et donc avec un système de rencontres très, très rythmé, de l'ordre d'une fois tous les 15 jours, un système qu'on connaît bien maintenant d'architectes coordinateurs sur des îlots identifiés, derrière lesquels sont identifiés aussi des propriétaires ou des investisseurs, on travaille, on va dire, îlot par îlot. Alors, il y a une spécificité très claire de ce site, qui est le fait qu'on ait pu, en grande partie, maintenir la maille existante, la maille vière, qu'on ait pu travailler dans une structure foncière préexistante. Ça, c'est un point essentiel de ce type d'opération, et que du coup, on avance sur cette base-là avec les outils donc, du document d'urbanisme et pour ce qui est du financement des équipements, la mise en place d'un PAE. Donc un plan d'aménagement d'ensemble, quand on pouvait encore en faire, qui lève des fonds au fur et à mesure des ventes. Donc un autre point important de contexte, c'est quand même de signaler que la communauté urbaine de Bordeaux a la ville, Bordeaux, ont une structure interne solide en matière d'aménagement, et qu'on peut considérer que la CUB fait office d'aménageur, d'une certaine manière. Voilà. Donc, voilà pour ce projet sur lequel je pense qu'il était bien de détailler un peu, puisqu'on n'aura pas peut-être d'intervenants. Et donc, si on essaie de faire le point sur les deux exemples, ou ce type d'opération. Donc il me semble que, alors, parce qu'on a pu voir d'autres exemples peut-être moins importants en taille, notamment en Île-de-France, où c'est un peu le même système. Donc ce qu'on constate, c'est que donc on est très souvent dans des deltas, dans des évolutions en termes de mutation assez fortes. C'est-à-dire qu'on passe d'un tissu industriel, par exemple, à de la densité urbaine forte. C'est-à-dire qu'il y a une valeur ajoutée, une plus-value plutôt et une densification des droits à bâtir qui est importante, quoi, qui permet de jouer, quoi. Et que on est sur des exemples de secteurs qui ne sont pas encore transformés, mais qui sont déjà très identifiés, très porteurs. Attractif. Et donc, à la fois, c'est un problème, puisqu'on a des transactions foncières qui se révèlent d'un coût très élevé et donc bloquantes, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés pour travailler et qui, parfois, sont même déjà positionnés. D'ailleurs, c'est un sujet très important pour cette histoire de négociation, c'est-à-dire que pour pouvoir négocier, il faut qu'il y ait en face un interlocuteur avec des moyens et des capacités de négociation. Donc, là où ça semble le plus évident, c'est soit parce qu'il y a déjà des opérateurs positionnés, soit parce qu'on a un type de propriétaire foncier qui est facilement partie prenante, soit parce c'est un grand groupe, par exemple, qui a des capacités de négociation, qui a des filiales immobilières dont le métier est de valoriser le foncier, ou bien parce que ce sont carrément des foncières, c'est-à-dire finalement des structures qui ont un des métiers est la valorisation du foncier. Donc voilà. Après, on est aussi dans les deux cas dans des contextes où la volonté politique a été marquée dans le sens d'un refus de mobiliser des très très grandes sommes de fonds publics et l'idée qu'il faut répartir les risques dans le cadre des opérations d'aménagement en renouvellement urbain, parce qu'on est pour le coup là vraiment dans des opérations de renouvellement urbain dense où le risque est élevé et si on souhaite aller à l'aménagement public, il faut mobiliser, pas forcément en déficit, mais en tout cas il faut mobiliser à un moment donné des sommes très importantes. Voilà. Et donc, ce qui nous semble important de retenir par rapport à non, c'est pas bon.
par rapport à ce type d'opération, je dirais que c'est à la fois qu'il faut peut-être avoir un rapport au temps différent. C'est pas écrit là, mais c'est un point qui me paraît important sur la question des phasages. On revient beaucoup sur la question des phasages. C'est que peut-être qu'on ne peut pas être sur une logique de phasage aussi stricte, puisqu'il faut attendre que certains acteurs soient prêts et que ce n'est pas forcément ceux qu'on pense qui sont prêts en premier. Donc parfois il faut accepter aussi le mélange des genres, c'est-à-dire qu'il y ait des friches qui persistent à côté d'opérations neuves, ce genre de choses. Et ça peut aussi rendre plus complexe la réalisation des équipements publics, puisqu'on ne sait pas toujours exactement dans quel sens on avance. Mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est autour des notions de négociation, c'est l'importance du déploiement de moyens humains et de temps très important pour assurer le pilotage et la coordination. Donc ça, voilà, du temps d'ingénierie. Je pense qu'il y a toujours beaucoup de temps d'ingénierie, mais là, on a entendu que voilà, on est venu vers nous en disant vraiment c'est un investissement très important en ingénierie. Et puis un point qui rejoignait le débat tout à l'heure sur la composition, sur la dépollution, c'est cette capacité du projet à s'adapter. Voilà, forcément, plus le projet est adaptable en termes de composition urbaine en particulier, plus on peut se permettre d'aller sur ce type de méthode. Et dire, comme je l'ai déjà dit, que finalement, ce n'est pas forcément la question de la ZAC, parce qu'on a beaucoup, pendant un temps, posé la question ZAC, pas ZAC, etc. Là, les deux exemples, on a un exemple en ZAC, un exemple qui n'est pas en ZAC, donc ce n'est pas forcément le fond du sujet. Voilà, et pour finir, ah oui, juste un point sur le dernier thème, sur lequel sur la mise en concurrence des aménageurs. Là, c'est le groupe de travail lui-même qui s'est réuni et qui a échangé sur cette question, quelle influence sur le foncier. Donc là, c'est l'idée de dire que si on est dans une situation de mise en concurrence, logiquement, ça retarde l'intervention de l'aménageur sur le foncier, logiquement, et qu'à ce stade, traité de concession, l'aménageur n'a plus le temps pour lui dans les négociations, forcément, et qu'il n'a pas la possibilité de saisir des opportunités non plus, bien sûr. Donc le problème à ce moment-là, c'est surtout la question de l'évaluation du risque que prend l'aménageur. C'est-à-dire que le reproche qui a été entendu, exprimé, c'est que de nombreux dossiers de mise en concurrence sont très faibles et insuffisants sur ces sujets, sur les faisabilités économiques, sur l'analyse économique du foncier. Donc la sortie de ça, c'est de dire que les collectivités, pour celles qui sont le moins outillées ou le moins aguerries, doivent se doter d'une compréhension fine de ces sujets pour pouvoir justement être dans une négociation saine avec les candidats. Voilà, donc je finis sur les 3 points qui concluent le dossier. Donc juste, quand même réaffirmer qu'on a des nouvelles méthodes, mais l'anticipation foncière publique reste quand même, comme on l'a déjà dit... une bonne vieille méthode. Elle permet, c'est la seule qui permet la maîtrise directe du projet, comme on l'a dit ce matin. Ça permet de saisir des opportunités au fil de l'eau. Ça aussi, c'est quand même la meilleure négociation. C'est quand, à la rigueur, c'est pas vous qui allez vers l'acheteur. Ça permet d'éviter l'échauffement des prix, etc. Donc, c'est évident. Mais c'est surtout nécessaire quand il y a une restructuration foncière importante à faire ou quand il y a des contentions systématiques. Mais dans tous les cas, ça pose la question de la temporalité, évidemment. C'est forcément très, très en amont qu'on bénéficie de tous les avantages d'anticipation et pas juste un peu avant. Parce qu'on ne peut pas intégrer... l'intérêt de l'anticipation, c'est d'absorber une partie des risques. Le prix moins cher, c'est le prix du risque. La question de l'intérêt de non, ça j'ai oublié de vous le mettre. Donc l'intérêt de l'approche négociée de l'aménagement, c'est à l'inverse, c'est justement puisqu'il y a quand même des cas où il n'y a pas eu d'anticipation foncière. La preuve, volontaire, pas volontaire, en tout cas ça existe. Et donc voilà, le sujet c'est qu'est-ce qu'on fait. Et donc en marché très tendu, ça a un intérêt. Surtout quand on peut faire avec la structure foncière existante, c'est ce que vont montrer les exemples, et surtout quand on parvient à mettre en place un véritable cadre de négociation, encore une fois. Et puis voilà, une interrogation pour conclure. Donc on a dit qu'il y avait le sujet de la mise en concurrence des aménageurs, qui rebattait un peu les cartes parfois, la montée en puissance des EPF, qui est à prendre en compte, ou qui est sûrement une très bonne chose, mais qui change le jeu d'acteurs. L'existence
d'opérations d'aménagement sans maîtrise foncière. Et donc, finalement, est-ce qu'on va vers un découplage du foncier et de l'aménagement? Et voilà. Donc sur ce, je vous laisse débattre et je vous remercie. On va le voir sur les exemples qui vont être évoqués ici. C'est un peu quelque chose comme ça quand même qui émerge et qui est un peu un genre de rouleau compresseur, même à Rennes d'ailleurs.